Bonsoir à tous, merci Pascal, merci Christian pour l'amitié que vous me faites. Effectivement, vous l'avez dit, je suis un proche de l'EGE et de la revue Conflit. C'est donc la raison pour laquelle je suis très honoré ce soir de vous entretenir d'un sujet parfois un peu aride. Effectivement, le droit, c'est quelque chose que tout le monde n'aime pas forcément embrasser parce que c'est une matière qui paraît parfois un petit peu soporifique. À cette heure-ci, je vais essayer d'éviter de vous endormir sur un sujet comme celui-là. Et puis parce que, en réalité, on parle souvent de droit, de la règle, mais je vais commencer, la chose n'est pas commune, par quelques chiffres. Près de 20 milliards d'euros. C'est la somme que les entreprises françaises ont versée dans les années 2014 à 2016. Maintenant, c'est un peu au tour des Allemands. Si vous avez suivi un peu l'actualité, et la dernière date de la semaine dernière, ni plus ni moins. Volkswagen, dans le cadre des problèmes sur les normes d'émissions de CO2, c'est la somme de 15 milliards d'euros qu'ils vont devoir verser au Trésor américain. Deutsche Bank aussi, pour d'autres raisons encore, que j'aurai l'occasion de décrypter avec vous ce soir, c'est la somme de 9 milliards de dollars qui vont être versés à titre d'amende, également au Trésor américain. Donc, en d'autres termes, ce que l'on voit, ce à quoi on assiste, on est en train de se faire, pour parler vulgairement, en tout cas familièrement, on se fait faire les poches. Enfin, les entreprises, nos fleurons industriels, se font faire les poches. Et donc, on voit comment, à travers la règle, la norme, le droit plus généralement, comment l'administration américaine l'utilise comme une arme d'hégémonie, en tout cas de puissance économique, et combien il faut décrypter ces enjeux. Et puis peut-être, ça sera sans doute la conclusion de mon propos, dans le temps qui m'est imparti ce soir, comment peut-être on peut riposter. Certains imaginent avec les mêmes armes, moi je n'y crois pas parce que nous n'avons pas ni la volonté ni même la force de pouvoir riposter avec les mêmes armes, mais peut-être en adepte du judo, on peut utiliser la force de l'adversaire et le renverser néanmoins à travers d'autres outils, d'autres moyens, d'autres forces. Donc, c'est pas ici que je vais développer ça. Vous savez combien nous croyons, nous pensons et nous savons que nous sommes depuis de nombreuses années entrés dans un conflit économique, une guerre, certains diront. L'école de guerre économique, c'est pour ça qu'elle porte ce nom ici même et qu'elle est étudiée, cette guerre économique. Et le droit, j'ai toujours, en tant que juriste que je suis, j'ai toujours pensé que c'était un instrument, un outil, voire même une finalité dans le cadre de cette compétition économique exacerbée. Et il faut pour cela resituer, et ça c'est tout l'art et la manière que nous apporte la revue Conflit, essayer de décrypter aussi, enfin plus largement, et là je vais parler davantage de macro-droit que de micro-droit, comme il y a une macroéconomie et une microéconomie, les enjeux en matière géopolitique. Pour ça, il faut remonter le temps et traduire un petit peu sur le plan chronologique les choses. 1990-91, on voit la chute d'un mur, le mur de Berlin, enfin 89, novembre 89, mais la chute surtout d'une idéologie et d'un monde qui était alors bipolaire, devenu unipolaire. C'était l'avènement de ce nouvel ordre mondial qu'avait souhaité et qu'a érigé George Bush père, et puis suivi par les néoconservateurs démocrates du camp Clinton, qu'on a vu encore à l'œuvre lors de la dernière campagne présidentielle. Et je reviendrai peut-être, ça sera l'objet, et tout à l'heure peut-être des discussions sur la manière dont va se positionner l'administration Trump qui se met en place et qu'il convient d'étudier également dans ce bras de fer juridique qui s'est déjà instauré. Mais j'en reviens donc à l'époque des faits. Nous avons donc l'émergence d'un nouvel ordre économique et finalement la victoire d'un camp dit libéral. Après, moi je ne porte pas de jugement, je ne suis là que pour décrypter les faits, les analyser et les restituer autant que faire se peut. Et à partir de l'émergence de ce modèle économique va s'instituer un nouvel ordre mondial, comme je l'ai dit, un nouvel ordre économique. Ça va fonctionner et cela va se traduire par la signature du traité de Marrakech, et là c'est le juriste qui parle encore une fois, ce sont les accords instituant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est ni plus ni moins que l'application d'un modèle économique unique, en tout cas uniformisé, à savoir un système fondé sur le libre-échange, libre circulation des biens, des personnes, des marchandises et évidemment des capitaux.
chacun des pays qui va adhérer à l'OMC, donc ça, je vous rappelle que l'OMC a succédé aux différents rounds qui ont précédé, Tokyo Round, Uruguay Round, etc. Et ce modèle de l'OMC qui va naître en 1994, donc avec les accords de Marrakech, va être donc un modèle économique et à la fois juridique, la règle n'étant que finalement, on va dire, l'élément fondamental qui va pouvoir instaurer, instituer ce rapport économique. Et puis, au-delà de cet état de fait et de ce nouveau modèle, la plupart des économies émergentes de l'époque, qu'on va dénommer ensuite par la suite, ou qui vont s'auto-dénommer les BRICS, vont adhérer grosso modo à ce système économique, de telle manière à ce qu'on va assister à, non pas une économie mondialisée, parce que je crois que c'est un terme qui est impropre, mondialisée, l'économie l'a toujours été. Les échanges humains, les échanges de capitaux, il suffit de se référer aux Phéniciens, aux Vénitiens, aux Génois, l'économie, la route de la soie, historiquement, l'économie a toujours été mondiale. En revanche, ce à quoi on a véritablement assisté, c'est à la globalisation de l'économie, c'est-à-dire l'émergence d'un seul et même modèle économique à toute la surface du globe. Les Chinois, qui ont adhéré à l'OMC en 2001, ont tenté de s'installer dans ce système économique. On verra de quelle manière, surtout avec l'élection de l'équipe Trump, ils vont sans doute s'en détacher. C'est ce que moi je prédis et que je présage à l'heure actuelle. Mais ils ont pour l'instant voulu embrasser ce modèle économique. Et puis, comme je l'ai dit, les BRICS, la crise économique de 2008, tout cela 10 ans plus tard, enfin une quinzaine d'années plus tard, va quelque peu s'étioler et on va assister globalement à non pas une perte de puissance, je ne crois pas, mais en tout cas, les États-Unis qui ont affirmé vouloir être en toute matière gendarmes du monde, on verra néanmoins quand même leur puissance en partie s'effacer, mais c'est un effacement relatif. Et là où, en termes d'influence, on parlait largement de soft law, on voit davantage, de soft power et de soft law pour le juriste que je suis, on voit davantage s'affranchir ce modèle du soft law, c'est-à-dire de la loi non contraignante et appliquée via des traités multilatéraux, mais davantage à ce qu'on va appeler du hard law. Et ça, on le voit émerger assez précisément à partir de 2008. 2008, c'est à la fois la crise financière, la fin d'un modèle économique, financier, le scandale Enron, etc., d'abord, et puis les subprimes par la suite, et également l'émergence d'un hard law, c'est-à-dire d'une volonté de rapport de force, notamment juridique. C'est-à-dire que là où la finalité économique ou bien financière était finalement insuffisante, cette hégémonie ou cette tentative, je vais employer des mots peut-être, même si à la sortie de mon propos, vous allez sans doute me prendre pour un anti-américain primaire, voire secondaire, en tout cas viscéral, ce qui n'est pas le cas du tout. Néanmoins, vous comprendrez que je suis obligé de lire les événements tels qu'ils se sont déroulés, les textes, et en tout cas cette tentative de compétence universelle, puisque c'est bien ça dont il s'agit, et essayer de comprendre. Alors, qu'est-ce que signifie, puisque c'était le thème de l'intervention, l'extraterritorialité du droit ? Il faut revenir pour ça à la définition tout simplement de la loi. La loi, c'est l'expression d'une volonté qui doit s'appliquer sur l'ensemble d'un territoire à une population présente sur ce dit territoire. Et c'est donc la loi, c'est l'expression de la volonté générale, et elle est destinée à régir les rapports des individus entre eux, des individus ou bien des institutions entre elles. Ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit est ni plus ni moins qu'une tentation, comme je l'ai dit, de compétence universelle, à savoir des lois, des textes, actes en l'occurrence, votés par des représentants d'un pays, d'un peuple, et dont ils vont vouloir, au-delà de la tentation, puisque en réalité c'est ce qui va se passer dans les textes, dans les affaires que l'on va citer, à vouloir les appliquer à d'autres personnes qui ne sont pas en principe soumises et présentes sur le territoire. Cela va être illustré à travers, je vais passer par quelques affaires, et puis ensuite on verra la lecture qui en est faite des textes. L'affaire BNP Paribas ne vous aura pas échappé. Violation d'une loi d'embargo édictée par les Américains pour un acte de commerce international financé par une banque française en Iran.
Néanmoins, la monnaie utilisée va être le dollar, et je rappelle, et c'est ce qui fait encore la force, une force très prégnante de système économique et financier et donc juridique par conséquent américain, c'est le fait que le dollar soit la monnaie d'échange international encore largement admise et utilisée. Je rappelle que l'Iran avait eu la tentation de vendre son pétrole en euros. Et c'est ce qui a déterminé, notamment, au-delà des aspects purement juridico-politico-religieux, cette volonté de mettre au ban ce pays pendant au moins quelques temps. Et dans la mesure où BNP Paribas avait participé à des opérations de financement de transactions, et notamment au dollar, l'administration américaine, en l'occurrence le DOJ, le Department of Justice, qui est l'équivalent de notre ministère de la Justice, s'est donc emparé de cette affaire. Et alors, il faut savoir que nous ne sommes pas allés jusqu'à un procès. Et dans la plupart des affaires donc, je vais relater, je parle à Deutsche Bank, je vous ai parlé de Volkswagen, je pourrais parler également de l'affaire du Crédit Agricole, Peugeot et d'autres entreprises. Technip sont passées par les fourches codines de l'administration juridictionnelle américaine. Il n'y a jamais eu de procès. Ce n'est qu'une décision transactionnelle, à savoir une transaction passée par voie de convention entre l'administration américaine et l'entreprise qui a été prise en défaut. Car il faut néanmoins comprendre et admettre que dans toutes ces affaires-là, il y a eu au départ un acte frauduleux ou réputé frauduleux au regard des lois américaines. Donc s'il y a eu fraude, le département de la justice s'estime compétent pour en s'en saisir, en connaître, comme on dit selon l'expression consacrée, et dans ce cas-là, entamer un bras de fer. Le bras de fer est très simple. L'administration américaine ne se justifie pas sur l'extraterritorialité. Dans l'affaire BNP Paribas, je l'ai dit, c'est uniquement parce que l'affaire avait été monnayée en dollars que le département de la justice s'était estimé fondé et compétent pour s'en saisir. En l'occurrence, c'était le seul lien ténu et extrêmement fragile en réalité pour pouvoir s'affranchir des règles territoriales et s'estimer compétent sur le plan extraterritorial. Et nonobstant cet état de fait, l'administration américaine ne s'est pas justifiée sur le principe de sa compétence territoriale, mais a commencé par calculer le montant de l'amende pour pouvoir ensuite transiger et en même temps contraindre, puisqu'en réalité il s'agit bien d'une loi avant d'être juridique, réellement économique, dans la mesure où BNP Paribas était, si on devait aller jusqu'au procès, était menacé d'être sanctionné, de se voir privé de son agrément pour pouvoir être inscrit en tant qu'établissement bancaire sur le territoire américain. Donc il y avait une forte contrainte, et on est là véritablement dans un rapport de force et de domination, en tout cas de tentative hégémonique, et c'est le moindre des choses, et voilà comment le rapport de force s'instaure. Donc, une fois encore, c'est parce que les Américains ont cette force et cette puissance à la fois économique et financière, et ce pouvoir de coercition, que, en réalité, leurs lois se trouvent à être applicables et non pas nécessairement appliquées. Une fois encore, aucune de ces lois sur lesquelles je vais venir maintenant ne se trouve à avoir été appliquée par les juridictions américaines elles-mêmes. C'est bien le ministère américain de la Justice qui s'estime compétent pour pouvoir, le cas échéant, poursuivre, en tout cas engager des poursuites envers les entreprises françaises, européennes ou bien américaines, je vais en toucher un mot, et pour pouvoir donc asseoir leur domination, en tout cas économique, financière, et affaiblir des fleurons étrangers. Alors, il faut savoir malgré tout que ces lois dites extraterritoriales n'avaient pas cette visée extraterritoriale au départ. C'est en réalité une lecture et une volonté d'application extraterritoriale par le Department of Justice, mais ni le Congrès qui ont été interrogés, ni même les juridictions américaines, si elles devaient s'en saisir, n'estiment être nécessairement territorialement compétents. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans un rapport de force d'une administration qui prétend tendre à l'universalisme, c'est-à-dire à avoir une compétence au-delà des frontières. Alors, les quelques lois que je vais les citer, mais quand je vous dis qu'elles n'avaient pas de finalité de visée extraterritoriale, c'était vrai jusqu'en 2008. Depuis, effectivement, ça a été vraiment un instrument de domination économique voulu par l'administration Obama. 30% des décisions rendues
sous l'empire de ces textes, vise seulement des entreprises françaises ou bien européennes, en tout cas extra-américaines. Ça veut dire que 70% des décisions visent des entreprises américaines. Donc ça témoigne davantage de mon propos, savoir qu'au départ, ce n'était pas une visée extraterritoriale. Néanmoins, quand on regarde les sommes, 64% néanmoins du butin, j'ai dit qu'on se faisait faire les poches, 64% des sommes encaissées par le Trésor américain au titre de ces textes visent les entreprises européennes. J'ai cité les quelques montants au passage. Alors si vous voulez une étude assez poussée sur le sujet, je vous renvoie à la lecture du rapport parlementaire Lelouch-Berger du 5 octobre 2016, qui est un marqueur, même si quelque part, moi j'avais écrit notamment pour Conflit déjà sur le sujet, voici 3 ans, les faits ne sont pas nouveaux, simplement le législateur en a simplement conscience depuis peu. Alors parmi les lois que l'on peut citer au passage, on a une vieille loi entre guillemets, vieille loi fédérale américaine de 1977, c'est le FCPA qui tend à sanctionner la corruption. La corruption qui étant définie comme étant le fait de rémunérer toute personne dotée d'une forme d'autorité en matière de marché, en matière publique, pour pouvoir décrocher des marchés. Les Américains ont fait ce constat à partir de 2008 que de nombreux marchés dans le monde, et notamment en Asie, leur avaient échappé parce qu'ils avaient estimé que les entreprises françaises, en tout cas européennes, avaient emporté des marchés en ayant rémunéré des agents, en tout cas avaient corrompu des autorités locales. C'est dans ces conditions qu'a émergé l'affaire Alstom, qui finalement est peut-être antérieure aux éléments que l'on a connus dans les années 2013 ou 2014, où certes General Electric avait déjà des velléités sur la branche énergie d'Alstom, et on va dire le fait que Alstom se soit retrouvée prise la main dans le sac, où il y a eu véritablement des faits on va dire de chantage, en tout cas de violence économique envers des cadres dirigeants d'Alstom. Ça a forcé la main de l'équipe Cronde à céder cette branche énergie, alors où quelques assurances avaient été données, à savoir que les poursuites pour des faits de corruption devaient cesser, ce qui n'a pas été le cas en réalité. Et là où, lorsque la poursuite et la sanction énoncée pour Alstom suite au rachat par General Electric, au départ, c'est General Electric qui avait pris l'engagement que cette sanction, cette amende colossale serait réglée par la branche énergie, donc General Electric, et qu'en réalité, en raison de la continuité de la personne morale, c'est Alstom Transport qui a réglé l'amende. Donc on s'est trouvé avec une entreprise dont les 2/3 du chiffre d'affaires sont passés sous bannière américaine, et la branche restante, qui représente 1/3 seulement du chiffre d'affaires, c'est-à-dire la branche transport, a en plus acquitté l'amende. Laquelle amende, pour fait de corruption, a été, on va dire, à l'origine des faits de rachat de cette entreprise. Donc on voit comment le droit devient véritablement, comme je vous le disais, une arme économique, et le FCPA donc, de 1977, au départ qui était une loi simplement américaine, compte tenu, on va dire, d'un constat par le DOJ, enfin le Department of Justice, de voir que finalement on pouvait, à travers l'utilisation du dollar, la violation des lois d'embargo, la violation des lois en matière de corruption, prétendre à une forme d'hégémonie universelle, en tout cas de tentation extraterritoriale, et c'est ainsi que la doctrine va être forgée. La doctrine va continuer à s'étendre à travers d'autres textes. On a la loi SOX, Sarbanes-Oxley, qui est une loi de 2002 qui vise à la transparence de toutes les sociétés américaines, mais également extra-américaines, cotées à la bourse de New York. Et ces règles en matière de transparence obligent de nombreuses entreprises à se défaire, se déposséder de nombreuses informations économiques. Et là, on voit finalement à l'œuvre derrière, au-delà de la loi purement nationale, davantage la volonté de capter des informations, on va dire, celles qu'on appelle des informations qualifiées en matière financière, enfin des informations privilégiées en matière financière, qui va pouvoir inféoder totalement des entreprises qui vont être cotées aux États-Unis.
Et puis, the last but not the least, c'est également le FATCA, qui est un texte adopté plus tardivement, en 2010, qui oblige tous les citoyens américains, mais également tous les citoyens américains par accident, selon la terminologie qui est employée, par accident, à savoir toute personne qui serait née sur le territoire américain mais qui n'en posséderait pas la nationalité, également toutes les personnes qui ont des intérêts aux États-Unis sans en avoir la nationalité, on les appelle américains par accident, et tous ces Américains au sens large sont soumis à cette résidant ou pas sur le territoire américain, vous l'avez compris, d'où le principe d'extraterritorialité, et ils sont soumis à la loi fiscale. C'est une loi fiscale qui oblige les établissements bancaires partout dans le monde à déclarer tous les comptes détenus par ces Américains au sens large, dans la définition qui en est donnée par le texte de cette loi FATCA. Donc, voici à peu près tous les textes, et puis toutes les lois d'embargo qui ont frappé l'Iran, qui ont frappé auparavant la Libye, etc., et qui permettent également de passer sous leur fourche codine les entreprises européennes ou bien françaises. Voilà globalement quel est l'état des lieux, quels sont aujourd'hui les enjeux. Ça chiffre en plusieurs milliards de dollars. Et on voit comment se dresse cette manière de procéder qui finalement à la fois une manière d'affaiblir l'adversaire, de se renforcer financièrement puisque ce sont quand même des sommes qui ne sont pas les moindres qui remplissent le trésor américain, et également de pouvoir stigmatiser l'adversaire, c'est-à-dire à travers des faits de corruption ou de prétendue corruption, on peut dénoncer, stigmatiser une entreprise qui souhaitait soumettre, parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce que l'on voit, et notamment c'est le cas en Iran, par le biais de ce phénomène fort et prégnant d'extraterritorialité, certaines entreprises n'osent plus s'aventurer, ou les banques n'osent plus financer des opérations sur des territoires dits, entre guillemets, interdits auparavant. Sur l'Iran, très clairement, on a aujourd'hui véritablement, là où quelque part où nous avions une antériorité culturelle, une forme de voisinage, de partenariat, enfin de voisinage culturel encore une fois, avec l'Iran. Des entreprises françaises qui avaient été présentes n'osent plus aller sur le marché parce qu'elles ont peur de cette insécurité juridique, car encore une fois, ce n'est pas la jurisprudence américaine, ce ne sont pas les tribunaux américains. Nous n'avons jamais, dans toutes ces affaires, aucune entreprise n'a été jusqu'au procès. En revanche, l'administration américaine est relativement versatile, qu'elle soit en réalité démocrate ou républicaine, on pourra en parler avec l'élection de Donald Trump. En réalité, il s'agit d'un choix, d'une volonté politique, et si on va dire, leurs intérêts économiques ne vont pas dans le sens attendu, on n'est jamais à l'abri d'un retournement, c'est ce qu'on a vu dans les affaires BNP Paribas et autres. Donc, en réalité, on assiste aujourd'hui à non plus une colonisation par le droit, comme ça a pu se faire, mais une colonisation du droit, une colonisation empirique, je n'ai pas dit impérialiste, mais empirique, depuis 2008, et qui, à mon sens, n'est pas tout à fait prête de changer, contrairement à ce qu'on pense. Autre élément que je tiens quand même à préciser à ce stade, j'ai dit qu'on était depuis 1994 avec le traité de l'OMC dans une relation multilatérale et en réalité hégémonique. C'est plus tout à fait vrai depuis l'émergence des BRICS. Et là où le mode multilatéral a fonctionné un certain temps, c'est-à-dire une dizaine d'années jusqu'en 2008, on voit depuis plutôt se créer des relations bilatérales. Et j'en viens maintenant à l'expression de tout ce qui peut être les traités transpacifiques, qui vient d'être dénoncé d'ailleurs par Donald Trump, ça ne vous aura pas échappé, ou transatlantique, c'est le TTIP ou bien le TAFTA, en cours de négociation. Même si la France et l'Allemagne en septembre dernier ont dénoncé, le mandat de l'Union européenne court toujours et les négociations se poursuivent. Sur le principe, moi je n'ai pas à critiquer le modèle économique, le libre-échange, le libéralisme. J'ai entendu aujourd'hui celui qui m'a précédé à cette chaire il y a quelques semaines, Hervé Juvin, parler d'un libéralisme patriotique. C'est une tribune qui est publiée aujourd'hui dans les Échos, à laquelle je vous renvoie, qui est fort instructive et très intéressante. Notre ami Hervé Juvin a de très bonnes idées et très bon sens. Donc c'est pas peut-être le libéralisme en soi qui convient de critiquer, mais à travers ces traités, ce que l'on voit, c'est un renforcement, voire un endiguement, puisque la cible, très clairement, telle qu'elle est affichée,
n'est plus seulement l'Europe, mais la Chine. Et il suffit de voir les premiers actes de l'administration Trump pour bien comprendre les choses. Auparavant, le TTP, donc le traité transpacifique en Asie, et le TTIP, donc pour le traité transatlantique, qui n'a pour le coup pas été signé, qui est toujours en principe en cours de négociation, on voit donc une tenaille se former avec deux formes bilatérales, toujours pour renforcer ce modèle économique. Et puis, moi, ce qui m'inquiète en tant que juriste, c'est l'aspect de règlement des conflits, donc des litiges, qui en est institué, et également le motif de saisine de ce mode alternatif, ce mode de résolution des conflits, pas alternatif, mais ce mode de résolution des conflits. Je m'explique. Que ce soit dans le CETA, traité avec le européen-Canada, ou bien dans le traité transpacifique, il est créé et institué en cas de litige, en cas de conflit sur les règles et les normes instituées par ces traités, il est prévu un mode de résolution des conflits via une cour d'arbitrage internationale siégeant à Washington, selon les canons du common law, du droit américain, du droit anglo-saxon plus largement, par des juges américains. Donc ça, c'est le mode de résolution des litiges. Et au-delà, il n'est pas... on assiste à... Je vous ai parlé de colonisation par le droit, mais davantage à une colonisation du droit, en ce que le motif permettant la saisine de ce mode, de cette cour arbitrale, est qu'une entreprise va pouvoir saisir cette cour, comme ça s'est fait en Australie dans un autre traité identique, et pouvoir contester la législation adoptée par un État qu'elle estimerait contraire à la règle de libre-échange instituée par le traité. C'est-à-dire que l'on fait fi, dans ce cas présent, de ce qu'on appelle l'intérêt général, l'ordre public, que les juristes connaissent bien, puisque la règle générale et absolue qui est prévue au nom de l'ordre public se trouverait bafouée par des intérêts économiques d'une personne morale, c'est-à-dire des intérêts privés. Ça s'est vu notamment dans l'histoire des paquets de cigarettes neutres en Australie. Il y a des décisions qui ont été prises par une cour d'arbitrage arbitral identique. C'est souvent l'exemple qui est donné, qui est assez utopique en la matière, et qui va à l'encontre de notre droit romano-germanique, de règles de principe d'intérêt général. Donc l'intérêt général se trouve réduit face à des intérêts privés économiques. Alors voilà pourquoi j'alerte tout ça et pourquoi mon propos devait évoquer tous ces aspects-là. Alors sur les quelques minutes qui me sont imparties, je voudrais quand même aborder un peu la riposte. Alors je vous ai parlé tout à l'heure du rapport parlementaire Lelouch-Berger qui évoque quelques ripostes à l'œuvre que je vais me permettre de critiquer, mais comme toute critique positive. Les auteurs de ce rapport, et puisqu'on en a assisté avec l'adoption de la loi dite Sapin 2 sur la transparence et la lutte contre la corruption, on en est à édifier des armes identiques et à se dire, je l'ai entendu puisque j'ai participé à certains des travaux d'élaboration de ce texte, de dire on va lutter avec les mêmes armes, à armes égales, pourquoi pas, j'aime bien l'expression, mais à mon sens elle est peut-être insuffisante en l'état, et de dire nos entreprises ont fraudé, c'est nous qui allons les sanctionner, et donc l'argent au lieu qu'il parte aux États-Unis, il sera dans nos poches. Tant mieux, pourquoi pas, c'est une forme de patriotisme économique, mais ça revient toujours à affaiblir nos entreprises. Donc je pense, au-delà, il s'agit, donc voilà à quoi rime en réalité la loi Sapin 2, c'est ni plus ni moins d'instaurer et d'instituer une autre forme, enfin la même forme de sanction de la corruption, des corruptions, parce que c'est pas toute forme de corruption, là où on n'a pas défini la corruption, où on a défini la corruption et on s'est aligné sur le système et le modèle américain, ce qui n'est pas, on va dire, dans la culture traditionnelle européenne d'abord, et puis qui, à mon sens, la corruption elle-même mériterait d'être définie. On s'est aligné sur la définition qui en est donnée par Transparency International. On sait qui les finance, qui est derrière, quel est le modèle érigé, et c'était peut-être pas la meilleure voie à suivre. Une autre forme de riposte qui est instituée par les députés était de dire, ce faisant, on va pouvoir sanctionner nos entreprises. Donc, au lieu que l'argent parte aux États-Unis, on le garde en France ou en Europe.
C'est une chose. Et on va pouvoir appliquer la règle du non bis in idem. Un adage latin, les juristes sont toujours des latinistes distingués. Je vais m'efforcer d'être le distingué plus que latiniste, et qui signifie donc qu'on ne peut pas juger deux fois la même personne pour les mêmes faits. En tout cas devant deux juridictions distinctes. Sauf que cette règle, elle est quand même très romano-germanique. Elle est issue du droit latin, du droit civil et du droit continental, et elle est inapplicable en common law. Et les juridictions américaines qui ont été interrogées nous ont dit « Je ne crois pas savoir que nous appliquerons cet adage en droit américain, puisqu'il n'existe pas. Cette règle ne prévaut pas en droit américain. Surtout quand, encore une fois, il s'agit d'une doctrine américaine, l'extraterritorialité, il s'agit d'une volonté politique, et je crois qu'ils vont largement s'affranchir de ce type de règles. Donc ce n'est pas à mon sens là-dessus qu'il faudrait riposter. La riposte, elle est finalement venue, peut-être à mon sens, mais il conviendra d'affiner tout cela et peut-être qu'on se reverra dans quelques temps pour voir quelle en sera la conclusion. Ma conclusion ce soir ne sera que provisoire. Elle est peut-être pas sur le terrain de l'extraterritorialité, c'est pas nous qui devons nous livrer aux mêmes règles, en tout cas pas avec les mêmes armes. En judo, il faut toujours utiliser la force de l'adversaire, je l'ai dit, et quand on n'est pas aussi fort, eh bien c'est tu pousses, je tire, et tu tires, je pousse. Donc, en l'occurrence, un autre grand Américain, un grand philanthrope, était Al Capone, et on sait qu'il a violé les règles d'importation et de commercialisation de l'alcool, et finalement il est tombé pour des raisons fiscales. Ben, je crois qu'il faudrait utiliser peut-être ce schéma-là et ce modèle-là. J'y viens. La riposte, elle est arrivée finalement peut-être par un obscur, mais son nom peut-être devrait passer à la postérité. En tout cas, cet homme-là, ce garçon mériterait de rejoindre des cabinets comme le nôtre, hein, pour les avocats qui sont là, d'un étudiant en droit autrichien, lequel s'est un petit peu soucié du sort de ses données personnelles qu'il avait confiées à une société humaniste qu'on appelle Facebook. Facebook donc utilise certaines données personnelles puisqu'on s'en dépossède volontairement, sauf qu'il s'agissait de savoir, dans sa question juridictionnelle, posée aux juridictions, était de savoir où sont stockées les données et en réalité qui y a accès. Et pour des raisons fiscales précisément, on sait que Facebook a un siège européen en Irlande, mais qu'en réalité les données sont stockées aux États-Unis. Et cela ne vous aura sans doute pas échappé, mais autre tension extraterritoriale, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que Donald qui avait de grandes oreilles. Depuis le Patriot Act, la plupart des données qui sont hébergées, qui circulent, qui transitent sur le territoire américain sont scrutées par des services de renseignement. M. Snowden en a révélé quelques-uns, des affaires Prism. Et donc ce faisant, la question préjudicielle qui était posée par la Cour d'appel irlandaise auprès des instances de la Cour de justice de l'Union européenne était de savoir si aujourd'hui, dans le cadre des flux électroniques transfrontaliers et transatlantiques, l'application des lois américaines était en adéquation avec le régime de protection des données qui prévaut sur le territoire européen. Et ce faisant, et sans livrant l'analyse des textes tels que le Patriot Act devenu Freedom Act, il a été répondu par, vous en convenez, et vous m'en serez gré, par la négative. Donc, ce faisant, le Safe Harbor, qui était le traité de gestion des flux transatlantiques, s'est trouvé privé d'effet, et puis a donné lieu par la suite au Privacy Shield, ou au passage, qui est un autre accord de gestion et de circulation transatlantique des données personnelles. Au passage, je précise que si ce texte a aménagé la règle de circulation, donc et de diffusion de circulation des données, il y a eu encore quelques dérogations ou exemptions qui ont été négociées par les Américains, au titre desquelles le FATCA, c'est-à-dire ce fameux traité sur de fiscalité qui permet de s'arroger un droit de regard sur les comptes bancaires de tous les citoyens américains, également par accident, présents dans le monde entier. Donc, on a eu une première riposte sur le monde, on va dire, Internet et la relation aux données personnelles, dans la mesure où notre vieux fonds humaniste européen, en termes de protection de la vie privée, s'est arrogé donc, on va dire, quelques velléités à l'égard de l'oncle Sam.
Et puis j'ai parlé de fiscalité, puisque je viens de citer Facebook, laquelle l'entreprise donc a son siège en Irlande. En réalité, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus complexe que ça, mais en utilisant un peu le dumping fiscal qui existe aujourd'hui en Europe, Facebook a un siège, c'est ce qu'on appelle le sandwich hollandais, un siège aux Pays-Bas et une holding présente en Irlande. C'est le double sandwich irlandais. Voilà, pour les fiscalistes qui ont envie d'aller plus loin, on retrouvera ça dans la revue Conflit. J'ai livré un article déjà en ce sens. Et donc en réalité, ce faisant, la plupart des GAFA, donc les Google, Amazon, Facebook et Apple, se livrent donc à cette optimisation fiscale, et compte tenu de la dématérialisation à la fois des données mais également du marché, de pouvoir segmenter entre la gestion des données d'une part et la livraison des produits de l'autre, je pense à Amazon en particulier et à Apple, en réalité on fait naître la rentabilité sur des pays fiscaux plus attrayants, de telle manière à payer moins d'impôts. Voilà comment on segmente les choses. Cela, maintenant, est dans le collimateur de l'administration européenne. Et l'Union européenne a riposté justement sur le plan fiscal, et aujourd'hui, c'est quand même une amende de près de 15 milliards de dollars qui a été prononcée contre Google. 16 milliards, pardon, plus exactement d'euros, contre Google, au titre de son utilisation de la fiscalité attractive et donc attrayante irlandaise. Donc on voit, je parlais tout à l'heure de l'affaire Volkswagen, 15 milliards, en face l'affaire Google où l'administration américaine réclame 16 milliards, on est sur un rapport de force, en termes de milliards à nouveau, où la fiscalité va finalement être peut-être le péché par lequel auront fauté les grandes entreprises américaines et notamment les GAFA, et toutes aujourd'hui font l'objet de contrôles fiscaux, en France également, où plusieurs centaines de millions d'euros vont pouvoir être prononcés en termes de sanctions. Donc aujourd'hui, à mon avis, la riposte est là, sur ce qu'on sait faire de mieux finalement, la fiscalité, parce qu'on est quand même très bon, c'est un territoire européen et français notamment. On a quelques idées, on a un sujet, on n'a pas de pétrole, mais là on a des idées. Et donc voilà aujourd'hui où se situe le bras de fer à mon sens. À savoir que maintenant il s'agit de décrypter peut-être un peu plus où en sont les choses, avec l'émergence de l'installation maintenant de l'administration Trump. Je ne pense pas qu'on assiste à un retournement, à une volte-face complète. Les choses sont instituées, on sait maintenant d'où viennent les coûts, comment plus ou moins les parer. Effectivement, les entreprises européennes et françaises ne doivent pas prêter le flanc à des accusations, des sanctions, parce qu'au départ, il s'agit toujours d'une fraude, néanmoins. Ne pas prêter le flanc. Je serais tenté de dire, aujourd'hui, peut-être, la meilleure manière de voir les choses, peut-être faudrait-il qu'un de nos fleurons industriels, et on sait quelles sont les entreprises qui vont être visées, on a Areva, on a Airbus, qui font l'objet aujourd'hui d'enquêtes, peut-être faudrait-il aller jusqu'au procès, et voir comment les juges américains, qui sont quand même des juges la plupart du temps élus, qui ne répondent pas forcément à une administration. Les États-Unis ont quand même une stricte séparation des pouvoirs, bien plus stricte que la nôtre. Peut-être faudrait-il aller jusqu'au procès, parce qu'il n'est pas certain que cette extraterritorialité le fondement de l'extraterritorialité soit accepté, validé par les juridictions américaines. Alors je sais que le risque est grand. Je sais qu'on a cette contrainte et cette peur, cette terreur qui est finalement instituée par ce mécanisme d'extraterritorialité des lois, mais il n'est pas certain qu'on n'en sorte pas victorieux et qu'on ait un combat à mener sur ce terrain-là, le terrain véritablement du droit et devant des juridictions. Voilà quelle sera peut-être ma conclusion provisoire. En attendant, ce sera sur la fiscalité qu'on arrive déjà à gagner et à se renforcer. Merci. Dans les temps.